Chaîne directe, on s'est un petit peu quand même parlé avant, savoir pas qu'on morde l'un sur le sujet de l'autre, exactement. Alors ma difficulté pour la préparation de ce cours, ça a pas été de trouver des trucs à dire, ça a été de trouver de quoi ne pas dire, parce que c'est un sujet tellement vaste. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pris mes notes sur mon téléphone, je suis pas en train de répondre à mes mails. Donc ça a été c'est un sujet tellement vaste dans lequel Lydia et moi-même et toute l'équipe Lève, on travaille tout le temps, toute l'année. Donc la difficulté, c'est plutôt de trouver, surtout en une demi-heure, plutôt qu'une heure, c'est de trouver quel est l'essence plus ou moins de ce qu'on veut dire. Alors déjà, je vous explique que, la chose que j'ai pris sur moi à Rosh Hashanah cette année, par rapport aux cours que je donne, on est venu me voir pour m'expliquer pourquoi t'es quelqu'un de tellement sympathique, agréable, gentil, drôle, etc. Mais quand tu donnes cours, c'est lourd, c'est plan-plan. Alors je me suis rendu compte pourquoi. Je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est parce qu'il y a la caméra, j'ose pas, après les gens ils voient, ils disent c'est un guignol, lui, c'est pas un rabbin, ça se fait pas. Alors j'ai décidé que cette année je m'en ficherai de la caméra, je vais essayer d'être plus naturel, je vais raconter des blagues, on va faire plein de trucs sympathiques, je vais être beaucoup plus naturel pendant les cours. Et vous inquiétez pas, de toute façon c'est moi qui mets en ligne, au pire je ne mettrai pas en ligne. Déjà ça je vais couper et on est tranquille. Ok, donc vous étonnez pas cette fois-ci, je suis un petit peu plus détendu et à vous raconter des blagues plutôt qu'un cours de Torah. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Lenny? Tu vois? Ok, alors on y va. J'arrive. Y a pas de problème, prends ton temps, prends ton temps. Alors Kippour, c'est un moment particulier. Vous savez que on dit que Kippour, Kepourim, Kippour, c'est comme Pourim. Alors, ça veut dire quoi? C'est comme Pourim. C'est pas seulement un jeu de mots. Vous voyez, c'est les mêmes lettres. Hein. Kippour, Kepourim, c'est les mêmes lettres en hébreu. Pourim, c'est la fête. Quand on connaît pas un peu toute l'histoire, c'est plus ou moins le carnaval. Donc ça, j'aurais pas dit avant. Bon. C'est plus ou moins le carnaval. Alors on voit pas trop le lien. Pourim, c'est la fête où on doit se bourrer. Ok. Kippour, c'est la fête où on mange pas et on doit que prier, etc. Et même, on dit même que Pourim, c'est même plus élevé que Kippour parce que quand on est dans la synagogue sans manger, concentré toute la journée à prier, c'est facile, plus ou moins d'être sérieux et de comprendre qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui est pas. Quand on est bourré, c'est plus compliqué. Donc, si à Pourim on arrive à transformer ça en quelque chose de spirituel, alors on dit c'est plus élevé Pourim que Kippour. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant toute cette journée de Kippour? On va être plus ou moins concentré sur Hachem, pardonne-moi. Je sais que Rabbi Bilal a parlé aussi, et les autres à qui on s'est pas bien comporté aussi. Il faut leur demander pardon. Voilà, c'est une journée d'introspection qu'on transforme souvent très rapidement en une journée de s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît. Et donc, on va créer un lien avec lui pendant cette journée-là. L'idée, elle est que, voilà, pendant 26 heures à peu près, on va être plus ou moins 26 heures avec les plus assidus, hein, concentrés, introspection, prier. Alors, très souvent, on comprend rien du tout de ce qui est écrit, donc on trouve un livre avec une traduction. On essaye de pas trop discuter à droite et à gauche. C'est pas facile parce que les gens à droite et à gauche ils discutent. Donc surtout là, ça a l'air hyper intéressant. Ils sont en train de dire que le garçon là-bas il est super mignon. Et les garçons là, ils sont en train de raconter qu'ils ont acheté une toute nouvelle voiture. C'est génial. Donc il y a des discussions à droite à gauche super intéressantes. Et il faut quand même rester concentré. Donc si on arrive à faire ça, on peut se retrouver dans une situation. C'est quoi comme chanson? Je vais mettre la même. C'est quoi comme chanson? On se retrouve dans une situation où on peut très rapidement décider qu'à partir de maintenant, on va changer totalement notre vie. Et c'est des choses qui se font très souvent. Moi qui suis un spécialiste de lire dans la pensée des gens, vous ne savez pas, maintenant vous le savez, pendant la prière à Kippour, je vois toutes les pensées comme ça au-dessus des gens. Je précise que c'est du second degré, hein, parce qu'il y a des gens qui commencent à avoir peur, à part quelques-unes ici, j'arrive à voir.
Donc, les gens, on commence à prendre sur soi des trucs de malade à partir de maintenant, à changer complètement, et je m'en fiche, et ça, et ça, et ça, et ça. Et on prend sur soi des trucs de ouf. Et on sait très bien que l'émotion du moment, parce qu'on était pendant 26 heures coupé de toute la réalité, on reprend le portable, on reprend toute la réalité de la vie autour, et l'émotion du moment, elle est passée, comme chaque émotion. Et tout ce qu'on a pris sur soi, plus ou moins très rapidement, il y en a qui tiennent une semaine, des fois 3 semaines, des fois 10 minutes, des fois chacun en fonction de ce qu'il a pris sur lui, très rapidement ça part. Tout ça parce que ça a été une décision qui a été prise sur le coup de l'émotion. Et sur le coup de l'émotion, quand elle passe, la décision, elle passe avec. Alors, on va expliquer comment essayer de combattre ça. Et la décision, elle doit être prise sous le coup de l'émotion, c'est sûr, mais il faut réussir aussi à intellectualiser cette émotion. Alors, on va essayer d'expliquer ça veut dire quoi intellectualiser cette émotion. Et on va essayer de voir comment on peut faire pour que, vous connaissez toute la réplique que j'ai mise sur Facebook ce matin du film Effectivement avec Serge. On repart à zéro, on reste à zéro. Voilà, à Kippour, tout le monde se dit on repart à zéro. Ça y est, mes fautes, elles sont annulées, on repart à zéro. Alors, ce qu'on a envie d'essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'on reste à zéro. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester à zéro en sachant tout à fait qu'on peut pas changer du jour au lendemain, ça n'existe pas quelqu'un qui change du jour au lendemain. Enfin, je m'explique. Ça existe quelqu'un qui change du jour au lendemain, mais je me précise ce que je veux dire, ça n'existe pas quelqu'un qui change du jour au lendemain et qui reste normal. Okay. Il y a des gens qui changent du jour au lendemain, mais l'idée elle est de rester quelqu'un de normal, quelqu'un d'épanoui, etc. Les gens qui changent du jour au lendemain, en général, il y a un gros problème de, je vais pas dire, je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais chez mon beau-frère, le Rav Dre, quand j'étais jeune homme, et j'étais étudiant à la Yeshiva. Donc, je venais passer Shabbat chez lui, donc c'était un moment très sympathique. Ma sœur Mariacha venait d'avoir son premier enfant, Ayala, 15 ans, 16 ans, elle venait de naître. Donc, je passais Shabbat chez eux. Et il recevait un vieux copain à lui, qui était là. Donc, il me raconte son histoire. Et il me dit juste avant le repas, regarde, c'est un gars qui a fait tchouva. Il mettait pas les tefilines, il faisait rien du tout. Et d'un coup, il s'est allumé. Et là, il a remis avant-hier les tefilines au kotel. C'était génial. Bon, super. On discute le repas de Shabbat. Il a l'air complètement bien, le gars. Et au milieu de la discussion, je raconte. À ce moment-là, j'étais un grand fan. Je sais pas si vous connaissez cette série de télé très très connue, magnifique. Je suis sûr que vous connaissez, vous allez vous moquer de moi, c'est pas grave. Colombo. Ok. Ah, je savais. J'ai pas dit d'Eric, j'ai dit Colombo. Ok. Bon, j'étais un grand fan de Colombo. J'aimais bien les intrigues de Colombo. Et donc, je racontais un Colombo que j'ai vu, ou je sais plus ce que je faisais. On parlait de Colombo, et le gars, qui avait pas mis les tefilines pendant 15 ou 20 ans, et qui les avait mis depuis, très assidûment depuis 2 jours, il me fait la remarque, Gashmius. Il venait d'apprendre le mot. Gashmius, ça veut dire, c'est du matérialisme, ça. C'est, qu'est-ce que tu parles de films et de machin, c'est, ok, le mec s'est allumé bien vite, quoi. Je me suis dit, ok. Et effectivement, l'avenir, truc que le gars, bon, après, il y a eu une période où de nouveau, il mettait plus du tout de filines. Après, de nouveau, il s'est excité. Après, bon, il était pas très stable. Donc, je précise, quand je dis, on peut pas changer du jour au lendemain, on peut pas changer du jour au lendemain et rester stable, épanoui, etc. Donc le but, il est de réussir à changer. Mais Be'adraga, ça s'appelle en hébreu. Petit à petit, avec les bons outils, on peut le faire. Ça peut prendre pas 6 mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Et le but, il est d'être dans cette démarche tout le temps de progression. Donc on va voir maintenant comment faire pour que, en fait, il faut comprendre que moi, j'ai fait le jeu de mots avec pas le jeu de mots, avec la scène, en vérité, si je mens, on disait, on repart à zéro, on reste à zéro. Mais en fait, on peut repartir à zéro. C'est bien aussi en Kippour. Je m'explique. Au moment de Kippour, on va prendre sur soi la tchouva. Alors, il y a plein d'explications, comment il faut, au moment de Kippour, abandonner sa faute, prendre sur soi de plus recommencer,
etc. Faire vidouille, paix, il faut dire le vidouille que vous avez dans les livres, etc. Bon, c'est pas le sujet vraiment aujourd'hui exactement Kippour, mais il y a beaucoup qui pensent, à tort, que prendre sur soi de plus recommencer, ça veut dire ne plus recommencer. Et ils font un amalgame entre prendre sur soi et ne plus recommencer. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils ont pris sur eux de plus recommencer. Malheureusement, 2 mois après, c'est reparti comme en 40. Et ils pensent que ça annule la tchouva qu'ils ont faite au moment de Kippour. D'ailleurs, une fois, j'ai entendu quelqu'un dire ça dans une synagogue, faire un Dvar Torah et dire ça. Bah, si vous recommencez, bah, ça a annulé la tchouva que vous avez faite. Alors, je suis venu le voir après le cours, je voulais pas l'interrompre pendant le cours. Je suis venu le voir après le cours, je me suis dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Je l'ai pas dit comme ça. Et il m'a dit, si, regarde, je l'ai vu écrit dans le livre. Il me montre le livre, et il y avait vraiment écrit ça. Je dis, mais c'est marrant, mais qui c'est qui a écrit ce livre? Alors je regarde, bon, ok, c'est lui qui a écrit ce livre, intéressant. C'est-à-dire, il faut pas se fier à tout ce qui est écrit dans le livre. Donc moi, je lui ai montré un livre sérieux, de Torah, où il y a écrit exactement le contraire. C'est connu le contraire, c'est tout à fait faux cette idée-là. Tout simplement parce que le Rambam Maïmonide, il le dit clairement, il précise, dans le livre que j'ai lu, on explique comment on sait ça, parce que c'est écrit, précisé chez Maïmonide, chez le Rambam, Yodea Ta'alumot. Il y a écrit que tu dois prendre sur toi de plus recommencer, et Yodea Ta'alumot, Hachem, qui sait sonder les cœurs, il saura si c'est véridique ou pas. Et il précise pourquoi il dit qu'il sait sonder les cœurs. Il n'a qu'à dire qu'il sait le futur. Il dit parce que ça n'a aucun rapport avec le futur. Si au moment où tu le prends, c'est sincère, c'est bon, la tchouva elle est bonne. Après tu retombes. C'est une autre histoire, c'est une autre faute. Ça n'a aucun rapport avec la tchouva. Si au moment où on l'a pris sur soi, eh ben c'était sincère. Après il y a d'autres choses. La vie a fait que, et pas la fille avait que, ça veut rien dire, ok. La vie a fait que, etc. Les parents, les copains, etc. Peu importe. En tout cas, si au moment où on a pris sur soi, c'était sincère, c'est accepté, c'est validé, la tchouva elle est, donc on repart à zéro. Après, c'est une autre histoire. Ça, c'est très important de savoir, tout simplement parce que un des freins à la tchouva principal, c'est, je veux pas dire la dépression, c'est non, c'est pas la dépression. C'est le Yehush. Yehush, c'est comment on traduit le Yehush en français? L'abandon, mais c'est pas une bonne traduction. Le désespoir, ouais, c'est aussi un grand mot, le désespoir. Disons le sentiment de pas y arriver, de pas être capable, de sentir que c'est pas pour nous. Ça c'est bon, c'est les barbus, ça c'est les filles, les tzadékettes. Non, ça c'est pas trop pour nous. Ça, c'est un des freins principaux. On va essayer de le détailler maintenant, très rapidement, parce que Rav Ovidia a mordu sur mon temps. On va essayer, sans trop vous prendre la tête, détailler un petit peu ce frein-là et pour essayer de comprendre comment il marche pour faire en sorte qu'il soit plus un frein, que ce ne soit plus un frein. Alors, ce frein-là, première partie de ce frein-là, vous pensez au désespoir, on va l'appeler comme ça, c'est de voir autour de soi, si je veux dire, ouais, de voir autour de soi qu'il y en a qui le font, et ça a l'air hyper facile pour eux. Bah, ça veut dire, je vais prendre un exemple hyper simple que tout le monde arrive à faire, voilà, comme ça touchera personne. Faire ma prière sérieusement pendant 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi et 1 heure le soir, 3 heures seulement. Voilà, au moins comme ça, pas pendant 2 heures à chaque fois, juste 1 heure. Donc voilà, comme ça tout le monde peut y arriver. Et je vois qu'il y en a quelqu'un qui arrive. Et moi, j'ai l'impression que c'est dur quand même, 1 heure à chaque fois. Et je vois quelqu'un qui arrive. Alors je me dis, purée, comment il arrive? Soit je me dis, c'est pas juste, je sais pas, moi j'arrive pas. Soit je me dis, je suis bizarre. Au lieu de se dire, c'est lui qui est bizarre. Peut-être qu'il est pas, je me dis, c'est moi qui suis bizarre, moi j'y arrive pas.
etc. Et ça m'amène dans une petite déprime de dire, ah bon, j'arriverai pas. Lui, là, ça a l'air tellement facile pour lui. Pour ça, il faut bien comprendre que, d'abord, peut-être que c'est très dur pour lui, on peut pas savoir, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'autre, c'est pas nous. Et que ce qui peut être très facile pour l'autre, ça peut être extrêmement dur pour nous. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes rôles à jouer sur Terre. On est tous totalement différents, tous totalement uniques. J'ai un copain qui me dit, qui appelle ça, on a cassé le moule. Hachem, il nous a créé, il a cassé le moule, il ne refera plus un comme ça. Le moule, vous voyez ce que je veux dire? Non? Le moule? Comme quand on fabrique, non? Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je mettrai les rires automatiques sur la vidéo. Je vais prendre des séries américaines, clac, je les mets. Donc on a cassé le moule, on nous a créé, on a cassé le moule. Pas seulement physiquement, hein, nafchiquement, ça veut dire au niveau nafchi, au niveau émotionnel, à tous les niveaux on est unique. Ce qui fait que Med Garim, pardon, ça me vient en hébreu, les choses sur lesquelles contre lesquelles je dois me battre, c'est pas les mêmes qu'un tel ou un tel ou un tel. Et donc peut-être que quelque chose est très facile pour telle personne, mais un autre truc sur lequel moi je vais devoir me battre, ça va être très facile pour moi. Je vais même pas comprendre pourquoi c'est dur pour lui, mais pour lui c'est dur en fonction de son éducation, en fonction de sa génétique, en fonction de plein d'éléments qui font qu'on est tous différents. Et donc ça a aucun sens de voir l'autre comment il fait. La vérité c'est que c'est pas de notre faute qu'on est comme ça. C'est à cause de nos parents. C'est sympa de leur mettre la faute. Quand je parle aux parents sur l'éducation, je dis c'est la faute de vos enfants et tout. Quand je parle bon. Ça, je reçois pas de tomates. Donc, c'est la faute, en fait, réellement de nos parents, de nos profs. Ah, voilà. De nos profs. Dans les écoles, c'est la faute qui compare les gens. Qui compare tout le temps. Moi, je me rappelle quand on me disait, ah, mais regarde, c'est facile. Moi, j'avais du mal à apprendre les Mishnayot par cœur. Quand j'étais jeune, à l'école, je devais apprendre par cœur des Mishnayot. Les Mishnayot, c'est les textes de la Mishnah, donc qui viennent d'il y a 2000 ans, les premiers textes de la loi orale, et c'est sympa de les connaître par cœur, parce que comme ça, on les connaît bien. Je me rappelle encore maintenant, j'avais appris Psachim, Or, l'Arba, Sarbot, Loron, Erkol, Makam, Shen, Marnesim, Mohamed, Tensagodika, etc. Il y a des gens qui les récitent comme ça. Je connais quelqu'un qui joue avec ses enfants avec des dés. Chaque dé correspond à un traité. Le deuxième dé à un chapitre. Le troisième dé à numéro de la Mishnah. Il joue au dé, tac, et il faut la réciter. Bon. C'est un certain niveau. Donc moi, j'avais du mal à apprendre par cœur. C'est sympa, c'est un jeu de folie. Moi, je suis nul, mais... Et donc, je me rappelle, j'avais beaucoup de mal à apprendre par cœur les Mishnayot. Et les profs, ils me disaient, mais ça veut dire quoi, t'as du mal? Regarde, il l'apprend. On l'a laissé, on arrête la classe. Chacun l'apprend, dans 10 minutes, vous les récitez. Je dis 10 minutes? Moi, j'arrive même pas à me concentrer quand il y a du bruit à côté. Il y en a d'autres, clac, 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 clac. 10 minutes après, ils ont dit, bon, pourquoi on n'en fait pas une autre? Ok, bon, il y en a qui arrivent à apprendre par cœur. Moi, j'ai spécialement une mauvaise mémoire. Vous le savez à chaque fois que je vous redemande votre prénom. Donc, c'est normal. Là aussi, je mettrai les rires. Ne vous inquiétez pas, je gère après sur la vidéo. Ok? Il y a beaucoup de nouveaux. C'est pour ça que vous savez pas que je demande les noms 18 000 fois à tout le monde. Bon. J'ai une mauvaise mémoire. Alors, j'ai du mal à apprendre par cœur. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus facile pour eux. Bon, chacun son truc. Chacun son truc. C'est important de comprendre qu'on n'est pas l'autre pour ne pas déprimer sur ce qu'on fait pas. Il y a un autre point qui amène le désespoir, entre guillemets, c'est quand on a déjà essayé de faire la chose et qu'on n'a pas réussi. On a déjà pris sur soi telle chose. Je vais prendre un sujet aucun rapport avec la Torah. On a pris sur soi d'arrêter de fumer. Ok? On a pris sur soi d'arrêter de fumer. Malheureusement, on s'est retrouvé dans une ambiance avec les copains. Tout le monde fume. Il y en a même qui charrient. Arrêtez de fumer. De toute façon, tes poumons, ils sont déjà noirs. T'en fous. Etc. Ou de toute façon on doit tous mourir un jour, ou non, peu importe, chacun un truc. Ils l'ont chauffé. Il y avait une fille là-bas et tout, elle aussi elle fumait, il voulait avoir son numéro, il s'est dit bon ouais, je vais lui demander à elle la cigarette. Bref, on sait comment ça se passe, et il a repris une après deux.
etc. Vous savez comment ça se passe. Au début, que une, j'en prends que une parce que là, j'ai besoin, etc. La fois d'après, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que notre parole, elle a pris moins de poids vis-à-vis de nous-mêmes. On a perdu en crédibilité vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, plus on prend des choses sur soi qu'on respecte pas, plus on s'éloigne de la possibilité que ce soit sincère la fois d'après. C'est pour ça que les conseils de tout le monde au moment du Yom Kippour, c'est de prendre le truc le plus ras des pâquerettes possible. Ça veut dire, mon Rav, il disait comme ça. Il disait, tu cherches le truc le plus facile à faire. Une fois que tu as trouvé vraiment le truc le plus facile, tu divises par 10 et tu prends ça sur toi. Parce que c'est vrai que dans l'émotion de Kippour, on a envie de prendre des trucs. Mais ça sert à rien parce que ça va pas tenir. Quand ça va pas tenir. Si on pense que ça va pas tenir. Donc on prend le truc sur soi le plus petit. On n'a pas obligé de prendre que à Kippour. Une fois qu'on a réussi, une fois que ça fait partie de nous-mêmes, que c'est plus un combat, que c'est facile, ça y est, c'est ancré, on a réussi à faire ça, on passe à un truc après. Et après, on passe encore un. Etc. Il n'y a que comme ça qu'on peut repartir de zéro ou rester à zéro. Ça s'appelle rester à zéro parce qu'on est dans une démarche de changement. Il y a que comme ça. Il y a pas d'autre possibilité en restant, encore une fois, je précise, en restant posé, comment on appelle ça, épanoui, normal, pas en faisant comme, vous connaissez les gens? Il y a des gens, non, en restant bien dans sa peau, détendu, comme dirait Marseillais, détente, tranquille, on n'a pas besoin de se stresser, tout ça. Ça, c'est très important. Ah oui, important, très important. Une autre chose qui amène le désespoir, à chaque fois ce mot il me dérange, c'est pas le désespoir, on va le dire comme ça, c'est que le système que Akadosh Baruch Hu il a créé pour qu'on ait un libre arbitre, il est déprimant. Je m'explique. On va prendre sur soi un truc de malade, ok? Un truc qu'on a décidé vraiment, on voulait changer cette fois-ci. Moi par exemple, j'ai décidé là, à part d'être plus détendu pendant les cours que je donne, de faire un régime. J'ai commencé un régime. Donc maintenant, je vous l'annonce, il est enregistré, tout le monde va me voir la semaine prochaine, dans 2 semaines, alors, et tout. Bon, je me mets la pression tout seul, quoi. Ouais, pas de problème, moi je suis au régime. Donc, j'ai déjà perdu 1 kilo, arrêtez de rigoler. Bon. Donc, je me mets tout seul la pression. Je m'automets, ça veut rien dire. Hein. Ok, encore une coupure au montage, c'est pas grave. Donc, dans toute chose qu'on prend sur soi, Akadosh Baruch Hu, Hashem, il a prévu un système qui s'appelle un système sinusoïdal. Ça veut dire quoi un système sinusoïdal? À chaque fois qu'on entame une progression, paf, on se casse la gueule. Bien comme il faut. Et de ça, il faut remonter. Après, on remonte un peu plus haut, paf, on se recasse la gueule. Pardon, on se casse la figure. Etc. Ça veut dire que toute alia, pas dans le sens je vais en Israël, alia, je monte, il est comme ça. Je vais expliquer pourquoi. Pareil dans la descente. Quand quelqu'un, il abandonne tout, et ça arrive, il abandonne pas tout comme ça n'existe pas. Il abandonne tout comme ça, après il remonte un petit peu, il redescend plus bas. Il remonte un petit peu, il redescend plus bas, etc. On n'est jamais, c'est jamais linéaire, c'est sinusoïdal. Que ce soit la remontée, que ce soit la descente. Pourquoi? J'explique pourquoi. Après, je vous explique pourquoi il ne faut pas déprimer. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Hachem, il veut qu'on ait un libre arbitre. Quand on fait quelque chose de bien, et qu'on le kiffe, et que tout va bien, il n'y a aucune raison que je continue pas à monter. Donc j'ai fait, je sais pas, du chesed. Ça m'a fait kiffer. J'ai vu le sourire sur la personne. Donc je vais refaire, etc. J'ai donné de la tzaka. Donc ça m'a fait kiffer. Donc je vais refaire, etc. Donc, ça y est, la route, elle est tracée. Je vais monter, et c'est fini. Alors, pour qu'on ait du libre arbitre, il faut qu'il y ait un petit peu des embûches. Donc Hachem, il nous fait trébucher un petit peu. Et ça veut dire quoi? Il nous fait trébucher. Il nous fait trébucher obligatoirement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas de libre arbitre. On était obligé de trébucher. Pour voir, l'épreuve, elle vient où? Parce qu'on sait que chaque fois qu'Hachem nous envoie une épreuve, on a les outils pour la combattre.
Et des fois, c'est pas des épreuves. Des fois, c'est des tac, il nous a mis une embûche. Donc on a trébuché. Maintenant, on va voir qu'est-ce que tu fais avec ça. Tu dis bon, alors de toute façon, c'est là quelle est l'épreuve. Ou alors tu dis non, Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 fois, c'est les sages, ils nous disent 7 fois le tzadik, le sage, il tombe, mais il se relève, sans jeu de mots. Okay. Ah là, vous avez été lent. Regardez. 7 fois le sage, il tombe et il se relève. Ok, donc c'est sinusoïdal, c'est comme ça. On va forcément tomber, il faut le savoir. Donc c'est pas grave. Quand on le sait, c'est pas grave. Quand on sait que le système, Akadosh Baruch Hu, il a prévu le monde comme ça, qu'on va tomber, mais c'est pas grave, on va voir comment tu te relèves, on va voir qu'est-ce que tu fais avec ça. Est-ce que tu décides de déprimer et de continuer à tomber, ou au contraire, tu décides d'utiliser ça comme un trampoline pour en rebondir plus haut. Pareil quand on descend, malheureusement, pareil quand on descend. Si on descendait d'un coup, ouais, eh ben, on va dire qu'Hachem, il nous aide pas. Parce qu'on descend, on se creuse son propre trou et on continue à creuser. Très mauvais. Donc Hachem, il veut qu'on y réussisse. Donc à chaque descente, il t'envoie un petit coup de t'es obligé de remonter. T'es obligé là de remonter. Savoir est-ce que tu prends le tremp, ça s'appelle en hébreu, anitofes ta tremp. Ça veut dire je monte en route. Est-ce que une fois que tu es en train de remonter, tu continues ou tu comme ça. Le système que Akadosh Baruch Hu a créé dans le libre arbitre, il est fait de la manière sinusoïdale. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc une fois qu'on le sait, et une fois qu'on sait que ça arrive, les chutes, et on va voir qu'est-ce qu'on fait avec cette chute, est-ce que j'utilise pour remonter ou pas. Alors c'est déjà rassurant. Parce que si je pense que la chute elle est alors voilà, encore j'ai pas réussi. Non, c'est pas vrai, encore j'ai pas réussi. T'as réussi, c'est normal la chute. C'est naturel, c'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant remonte plus haut, etc., etc., etc. C'est comme ça que ça peut se passer, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça peut se passer que comme ça, encore une fois, en restant normal, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on a, même là, on a à peine commencé à toucher le sujet. Tiens, j'avais noté un exemple sympathique. Je l'ai pas dit. Pour le système sinusoïdal. Comment ça se passe quand on apprend à un enfant à marcher? Vous n'avez pas encore d'enfant, mais vous avez peut-être un neveu, une nièce, ou si vous avez envie de venir vous occuper des miens, il n'y a pas de problème. Je vous donne l'adresse. J'ai une fille qui vient d'apprendre à marcher. Et il y en a une autre, bientôt il va falloir commencer à lui apprendre à marcher. Comment on apprend à quelqu'un à marcher? Tu dis pas, quand il marchera, il marchera. Pour le moment, je le tiens dans les bras. Il marche pas comme ça. Il y en a, ils ont fait ça, ils ont encore 4 ans, ils sont dans les bras. C'est mauvais. Donc, au début, on lui donne la main. Alors, au début, on regarde combien il fait pas ça à 2 mois. On attend un petit peu qu'il soit formé. On lui donne la main, on marche quelques pas. C'est très drôle. Au bout d'un moment, on lui lâche la main. Et on sait qu'elle va se gameler. On le sait. Pas grave, elle a les couches, c'est amorti. Elle va se gameler, c'est obligatoire. Je dis elle parce que je parle de ma fille, ça vient d'arriver. Il va se gameler. Il, le bébé. Il va se gameler, c'est obligatoire, mais c'est naturel, c'est comme ça, il va se gameler. Pourquoi? Parce que la fois d'après, il va apprendre, tiens, là, il faut pas que je mette le pied comme ça, et c'est comme ça qu'il faut que je mette le pied. Et hop, cette fois-ci, il va marcher 3 pas. 4e pas, il va se gameler. La prochaine fois, il va faire 6 pas. La prochaine fois, il va faire que 2 pas. C'est pas grave. La prochaine fois, il en fera 7, etc. Et c'est comme ça qu'il apprend. Je suis obligé de lui lâcher la main à un moment. Si je lui lâche pas la main, il apprendra jamais à marcher. Il apprendra jamais à marcher. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous. Au début, il nous donne la main. Il nous aide. Il y a des fois, on comprend pas. D'un coup, on a une révélation. Clac, clac, clac. On n'a pas compris. On est déjà en train d'avancer à fond. À un moment, il va nous lâcher la main parce qu'il veut qu'on avance tout seul. Parce que sinon, on sera jamais en roue libre. Donc, on va se gameler. C'est pas grave. Sheva Ipol Tzadik Vekam. On va se relever. On va se regamer. Et on va se relever. Etc., etc. Et c'est ça qui s'appelle repartir. Pas repartir, rester à zéro. Parce qu'une fois qu'on est dans cette démarche sinusoïdale d'Alia, salut. Ah, elle me dit au revoir. Ok, salut. Bon retour. Ok. Maintenant, il faut savoir que une fois qu'on a compris que chacun a son rythme, chacun a son niveau, il faut se faire un petit programme adapté à chacun, de chacun ce qu'il arrive à faire. Chacun doit se faire son petit programme. Voilà. À partir de maintenant, je vais faire ça en plus.
dans 3 semaines, ça sera acquis, ou dans 6 mois, ça sera acquis, je fais ça, etc., etc. On se fait un petit programme, tranquillou. Faut pas espérer que ça vient tout seul. Comme quand on fait un plan de carrière. On fait un plan de carrière, on peut même l'écrire. Voilà, à partir de maintenant, ça sera ça. Après, ça sera ça. Et après, se fait des petites piqûres de kiff. Tu regardes le plan, waouh, j'ai fait ça depuis 2 ans, j'ai réussi ça. Ok. S'habituer à voir le positif. Le négatif, on oublie, c'est pas grave. On regarde le positif. C'est ça qui donne envie de faire plus. Il n'y a pas de secret. Quand on se focalise sur ce qu'on n'arrive pas à faire ou sur ce qu'on ne fait pas, eh ben, on revient dans le système de la dépression, de la déprime, etc. et on n'avance pas. Faut arrêter de penser que c'est par les reproches qu'on se fait ou que les autres nous font qu'on avance. Ça n'existe pas. Dans l'éducation des enfants, c'est pareil. Ça n'existe pas un enfant qui a pris sur lui un changement parce qu'on lui a fait un reproche sur ce qu'il a fait de pas bien. Ça n'existe pas. On pense ça parce qu'on prend ça au biberon dans les écoles et dans les machins et dans les zéros et dans les machins, mais ça n'existe pas. Les seules personnes qui prennent sur eux d'avancer, c'est les personnes à qui on a donné au biberon de ça c'est bien, de c'est bien. Donc comme c'est bien, j'ai envie de faire encore mieux. Et encore mieux, c'est bien, alors encore mieux, etc. Il n'y a que comme ça n'existe pas d'avancer par des reproches. Ça n'existe pas, hein. Je suis hyper clair là-dessus. Je suis hyper catégorique, c'est ça que je voulais dire. Là-dessus, ça n'existe pas d'avancer par des reproches. De manière saine, ça n'existe pas. Donc on se met des petites picouzes de rappel de « Waouh, j'ai fait ça de bien, waouh, j'ai fait ça de bien ». Et comme ça, Bezrat Hachem, petit à petit, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une élève à moi, il y a 4 ans à peu près, une élève à moi, quand j'habitais encore à Marseille, qui avait beaucoup de mal avec cette idée de les autres, pas parce que les autres ils arrivent, je dis mais on peut pas rentrer dans tout le sujet, il y a un autre frein terrible à l'avancement dans la tchouva, c'est qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Le plus dur c'est les parents. Je vous dis pas ce qu'on m'a raconté cette semaine parce que c'est enregistré ça quoi, je vous dis pas. Et que je coupe, je vous raconte si vous voulez, sans vous dire qui évidemment, un truc de malade mental. Je raconte des histoires qu'il n'y a plus de risque. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, on rentre dans une secte. Oh maintenant tu fais Shabbat. Quand j'étais à Marseille, il y a quelqu'un qui m'a dit, ma mère elle m'a dit, ah tu fais Shabbat, il y a déjà notre fille qui fait Shabbat, on va voir qui nous le samedi. Oui, je suis désolé, mais bon. Quand c'est les parents, c'est le plus dur. Quand c'est les parents, c'est le plus dur parce que plus les gens ils sont proches, plus c'est important ce qu'ils vont penser, les remarques qu'ils vont nous faire. Donc cette jeune fille, qui était à ce moment-là juste une jeune fille, elle avait décidé que sa vie, elle voulait la construire autrement que ses parents et de s'investir dans Shabbat. Elle avait un joli et gentil fiancé avec qui elle avait envie de se marier, qui lui aussi voulait s'investir dans Shabbat, et du coup la maman elle voulait pas du tout, surtout pas, parce qu'ils vont faire Shabbat, ils vont devenir extrémistes, et encore ce Raphaël, et Raphaël par-ci, Raphaël par-là. J'étais l'homme à abattre, je crois que je suis encore wanted. Okay. Elle a essayé de casser le couple, elle a réussi, ils sont venus ensemble pleurer chez moi. Alors on a essayé de recoller, j'avais du scotch sur moi, clac. C'est 4 ans après, ça tient toujours avec 2 enfants, bon, prochaine. Maintenant, ils ont réussi, c'était 2 semaines avant le mariage, 3 semaines. C'est parce que la maman, elle avait très peur, parce qu'ils font Shabbat, et ils vont nous prendre la tête avec ça, avec pas qu'à chercher nous, avec... C'est très dur. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Non seulement elle a réussi à recoller, je vous raconte comment s'est passé le mariage. Elle a voulu que son mariage il soit danse séparée. Alors, je juge personne, évidemment, vous me connaissez. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, je suis allé à ce mariage, évidemment, c'est quelqu'un de très proche, que je salue parce que je suis certain qu'elle va regarder la vidéo. Ce mariage, j'y suis allé pour la première fois de ma vie, je suis allé dans un mariage. Connectez-vous Internet. Bien sûr. Ok. Ça te dérange pas, David, si j'éteins ton téléphone? Ça? Oui, David. Et puis là, il est parti, il m'a laissé le iPhone 6, c'est ça? Ah, t'es là? J'éteins? Ok. Ah, il y a un code. Bon, ça éteindra tout à l'heure.
Donc qu'est-ce que je vous disais? Ah, les histoires, vous suivez bien, hein? Ah, ça, c'est intéressant. Oui, j'étais pour la première fois de ma vie dans un mariage qui était censé être pas séparé, mixte. Vous l'avez jamais vu. Ok. J'ai découvert un truc manienne, vous m'en voudrez pas si mariage vos parents étaient comme ça, de tous vos amis et tout. J'ai découvert, je dis pas que c'est une généralité, j'ai découvert un truc particulier. J'ai découvert quelque chose. En tout cas, elle avait envie que son mariage, qu'elle a réussi à maintenir, il se passe séparé. Donc elle a fait mettre une méritza, d'abord parce qu'elle avait envie qu'on vienne avec les d'autres copains. Donc elle a mis une méritza, ok. Et donc première danse, les garçons là, on a fait la fête avec le khatan, les filles avec ses copines là-bas, génial. Les invités qui étaient à moitié non juifs à peu près, à moitié non juifs, ils comprennent pas ce qui se passe dans cette secte bizarre et un truc machin. Bon, la maman évidemment a été très gênée, celle qui voulait faire annuler le mariage. Et dans la deuxième danse, elle arrive à rentrer en force chez les hommes avec toutes ses copines. Ok. Donc le marié, ça devient complètement mélangé. Le marié retourne s'asseoir. Ok. Et donc ce qui se passe là-bas de très intéressant, c'est qu'il y a au milieu mixte et derrière la mechitza que filles. Ok. Alors, je me suis rendu compte à ce moment-là que tous les gens qui dansaient en mixte, ils se sont même pas rendus compte qu'ils dansent ni avec la kala derrière, ni avec le khatan, ni retourner s'asseoir. En fait, ils sont venus s'éclater. En fait, ils sont pas venus pour faire la fête. S'ils avaient compris qu'un mariage, c'est venir faire la fête pour les mariés. Alors peu importe qu'on mette ça, qu'ils demandent les mariés qu'on se déguise en rouge, qu'ils demandent qu'on mette un nez rouge, peu importe, on vient pour leur faire la fête. Si eux, c'est leur kiff de séparer, on vient pour eux, pour leur fête, pour leur faire plaisir. Non, les gens, ils étaient venus pour s'éclater. Donc bon, maintenant, ils sont plus là. C'est pas qu'ils ont réfléchi, on s'en fiche, on vient pour s'éclater. Ils se sont même pas rendus compte qu'il y avait ni le marié, ni la mariée avec eux. Ils s'éclataient avec leurs copains, avec leurs copines, ils étaient là, ils s'éclataient. Bon, c'était un super mariage, ils se sont éclatés. Ok, génial. Et je me suis rendu compte que quand c'est alors je sais pas, peut-être pas tout le temps, c'est la première fois que je vois ça de mes yeux, c'était pas du tout le sujet, hein, parce que je vous ai raconté l'histoire, que quand c'est mixte comme ça, et ben les gens ils viennent pour s'éclater comme dans n'importe quelle soirée, mais pas forcément pour venir éclater les mariés, bizarrement. Bon, j'imagine que c'est pas tout le temps comme ça, mais là, en tout cas, c'était comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'exceptionnel? Donc, ils sont mariés, ils ont 2 enfants magnifiques, génial. Happy end dans cette histoire. Maintenant, ça s'est arrangé avec la maman. Je crois même qu'elle a plus envie de me tuer, seulement de me faire souffrir un petit peu, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que elle et son mari, ils ont scellé là leur avenir. Pourquoi? Parce que malgré le regard de tous les invités, des parents qui mettent une pression sociale de malade mental, parce que ils attendent, ils viennent danser en mix et tout, ils ont tenu bon. Lui, il allait s'asseoir, elle est restée derrière le truc. Ils ont scellé, ils peuvent plus faire marche arrière. C'est comme moi qui vous dis que je fais un régime, je peux plus faire marche arrière. Ils ont utilisé, en fait, cette force-là de les gens me regardent pour que ce soit pas un frein, mais au contraire un ascenseur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils utilisent ça comme une force. C'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est une étape. Alors maintenant, quand je vous raconte des histoires, comprenez bien. Quand on raconte une histoire, c'est ce que je disais au début, c'est pas pour dire faut faire comme elle. Chacun est différent, chacun. Qu'est-ce que je dis quand on raconte une histoire? C'est comme quand on raconte une histoire. Mon maître, il m'a raconté qu'une fois il est rentré. Mon maître, c'est il s'appelle Rav Yechiel Jacobson. C'est le plus grand pédagogue en Israël. Il est extrêmement connu. Il a extrêmement pas de temps et tout le monde connaît son visage. C'est quelqu'un de très connu dans le monde de l'éducation là-bas. Et une fois, il a pris en trempe, il a récupéré en trempe, c'est-à-dire en stop, quelqu'un. Le gars, il rentre avec ses 2 enfants et il est tout content. C'est le plus grand éducateur en Israël, le plus reconnu. Donc il se dit, bon, je vais lui donner une petite leçon d'éducation. Je vais lui montrer comment j'éduque mes enfants. Et qui lui dit, ça vous dérange pas si je raconte une histoire à mes enfants pendant le truc? Il leur raconte une histoire magnifique, hyper émouvante, d'un sage, d'un tzaddik, qui fait magnifique, sur la tfila du Baal Shem Tov. Il raconte sur la tfila du Baal Shem Tov. Et comment il termine l'histoire? Il dit, vous entendez ce que c'est une vraie tfila? Ça, c'est une tfila.
Ce que vous avez fait ce matin, vous croyez que c'est une tfila? C'est rien du tout. Ça, c'est une tfila, c'est comme le Baal Shem Tov. Il va pas faire remarque sur place, parce que lui aussi pense que les reproches, ça marche pas. Mais dans les cours, il nous raconte, il nous dit, ce qu'il a fait là, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Quand on raconte une histoire comme ça, émouvante, sympathique, c'est pas pour dire c'est ça qu'il faut faire. Et que vous, ce que vous faites, c'est pas ça. C'est exactement l'inverse. C'est pour dire, vous voyez ça, comment c'est grand ce qu'elle a fait, c'est grand ce que le Baal Shem Tov a fait, ce que vous faites, de venir un lundi soir, la veille de Kippour, écouter un cours, c'est exactement la même chose. Chacun à son niveau, donc. C'est exactement la même chose. Ce que vous faites vous pourriez voir, je sais pas ce qui passe à la télé maintenant, vous pourriez être peinard chez vous, vous pourriez faire 12 000 trucs, de venir écouter un cours de Torah, prendre de son temps, quelqu'un qui prend la tête souvent, il se rappelle plus votre prénom, tout ça, c'est exactement la même chose que l'histoire que je vous ai racontée. C'est exactement à ce niveau-là que vous êtes. Et à partir de ce niveau-là, Bezrat Hashem, on va arriver à des niveaux et des niveaux, chacun à son rythme, chacun à sa vitesse, chacun avec ses edgarim, ces choses qui sont difficiles pour lui. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, ne vous levez pas quand je termine ma phrase, parce que j'ai d'autres trucs à vous raconter. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, un très très bon jeûne, que ça se passe le plus facilement possible. Je vous souhaite que les gens à côté de vous, à droite et à gauche, ils discutent pas de choses futiles, qu'ils soient sérieux. Je vous souhaite que pour les filles, vous puissiez entendre le chazan avec tous les chuchotements en fonction chacun de la synagogue dans laquelle il se trouve. Je souhaite que ça se passe très bien et que vous puissiez prendre sur vous les choses les plus petites possibles. Amen, vous dites là. Chazak. Et le mazal pour tout le monde. Ok. Maintenant, je vous demande encore 3 minutes d'attention, 2 minutes. C'est les 2 minutes de pub à la fin de chaque cours. Ok? Comme on reprend les bonnes habitudes. 2 minutes de pub à la fin de chaque cours. Déjà, vous avez vu, on a mis la pub là. C'est pour que sur la vidéo, clac, on voit la pub. Ok. Alors, il y a plein après nos vidéos, elles circulent, elles tournent et on sait plus que c'était un truc lève. C'est important de savoir lève, relève, voilà. Non, parce que c'est portable en fait et portatif, je crois. Et en fait, comme on donne des conférences un peu à droite à gauche, après c'est enregistré, on sait plus trop. Donc là, maintenant, on va essayer. Je m'engage pas, on va essayer d'avoir tout le temps un panneau. Voilà. Donc, pour la partie pub, les activités relève vont reprendre réellement tout le programme. Il va être annoncé sur le site jeudi. Donc soyez à l'affût, il y a beaucoup de nouveautés. Je vous dis pas toutes les nouveautés parce que ça va prendre plus de temps que tout le cours. Mais en très très rapide, il y a les cours du dimanche matin qui vont reprendre. Mais cette fois-ci, il y aura un programme à l'année. Vous allez recevoir, ce sera déjà sur le site, sur toute l'année, avec tous les intervenants de l'Ève, Rav Ebidia, Rav Lemel, Rav Dre, Mariacha, moi-même et Xenia. Vous aurez le programme sur toute l'année, donc ça va commencer de 10h, ça sera de 10h30 à 1h. De 10h30 à 11h30, il y aura des ateliers. Et de midi à 1h, donc ça sera au choix, soit Halacha, soit Gemara, soit plein d'ateliers, vous allez voir sur le site. Et de midi à 1h, les fondamentaux du judaïsme, on va partir du début et on va voir tous les sujets. Le mardi soir, ça va être plus ou moins la même formule, mais dans l'autre sens. Ça sera toujours Rav Ebidia et moi-même qui allons donner un cours en alternance, 1 semaine sur 2 chacun. Et après, ça c'est la nouveauté, il n'y aura pas le petit cours de Halacha, il y aura atelier. Encore une fois, ça va être sur inscription, c'est pour ceux qui veulent, c'est pas une fois je viens, une fois je viens pas, ceux qui veulent à l'année. Donc le cours du mardi, il va s'appeler Rendez-vous en Torah inconnu, ça c'est au niveau marketing, ok. Vous allez voir l'affiche, tout ça, sympathique. Et après, donc on terminera à 21h. À 21h, il y aura un petit sandwich pour ceux qui restent, qui se sont inscrits. Et de 21h15 à 22h15, il y aura de nouveaux ateliers pour ceux qui veulent. Donc cours de Gemara mixte pour garçons et filles comme il y avait pendant le STR cet été. Cours de Halacha avec Xenia, Ulpan pour apprendre à lire et à écrire en hébreu pour ceux qui savent pas, etc. Toutes sortes d'ateliers. Il y aura un cours un peu plus élevé de Gemara que pour garçons avec moi. Il y aura, etc. plein d'ateliers. Il y a le cours de Mariacha le lundi soir, il y a le cours de Rav Lemel le lundi soir, il y a le cours de Gemara de Rav Ebidia le jeudi soir, il y a le cours de Rav Dre le jeudi soir, à Rambam, etc. Il y a plein de choses, je peux pas tout vous dire parce que le calendrier est rempli, il y aura les Shabbats pleins qui vont reprendre, il y aura plein de choses. Et en avant-première,
Je coupe la caméra parce qu'il ne faut pas que les gens y sachent. Si vous voulez savoir, rendez-vous jeudi sur le site.